Bonjour, c'est Sandrine Elia, puis on vous souhaite la bienvenue au podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders inspirantes. On tourne aujourd'hui notre 12e épisode, donc ça fait à peu près 1 an que le projet existe, puis on vous remercie d'être encore à l'écoute aujourd'hui. Dans cet épisode, on reçoit la sommelière, animatrice et entrepreneur Jessica Arnois. Elle est reconnue pour son désir de démocratiser et vulgariser l'univers du vin au Québec. Elle a d'ailleurs fondé la gamme de vins Bu, qui est disponible à la SAQ, mais également dans toutes les épiceries et dépanneurs du Québec. On peut clairement dire qu'elle a gagné son pari de rendre le vin de qualité accessible, puisqu'elle a déjà vendu plus de 10 millions de bouteilles. Madame Arnois a su sélectionner soigneusement les vins qu'elle importe grâce à son expérience en sommellerie. Dès un jeune âge, elle a travaillé dans les plus grands restaurants du monde, par exemple au Toki à Montréal, au Charlie Trotters à Chicago et au Tetsuya à Sydney. Elle a aussi été sommelière en chef à titre d'acheteuse de vins de prestige à la SAQ, puis elle a été responsable de leur cave de garde qui conserve plus de 75 000 bouteilles de collection. En plus de ça, elle a fondé Vin au féminin, une organisation qui offre des événements ludiques ou des formations pour ceux qui aimeraient découvrir davantage le monde du vin. Ce qui est unique, c'est que son équipe est entièrement formée de sommelières. Ça permet de faire rayonner la présence féminine dans ce milieu. Donc sans plus tarder, on vous laisse découvrir notre invitée et on vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast Femmes en affaires. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez été initiée à l'univers du vin? On a vu que vous avez été initiée vraiment jeune. D'où c'est venu? Ah, écoutez, je viens juste de sortir un livre. En fait, il sort ce jeudi. C'est le lancement. Ça s'appelle Santé, comme à votre santé. Je l'ai écrit pendant le COVID, donc je trouvais que le mot prenait tout son sens. Et je raconte mon périple un peu fou. Comme Alice au Pays des Merveilles, mais Jessica au Pays des Bouteilles qui a tombé là-dedans à 7 ans. Donc, j'avais réellement un très jeune âge. Ma mère était en mode. J'ai 2 parents entrepreneurs et elle a créé l'Association de mode du Québec. Donc, elle faisait beaucoup de défilés pour faire la promotion des créateurs québécois. Moi, étant jeune, enfant unique, j'ai pas de frère, pas de sœur, j'étais vraiment catapultée dans le monde des grands et le vin faisait figure prenante. C'était partout. Et à l'époque, il y avait ma nounou, c'était un acteur qui s'appelait Benoît Marleau et son grand ami, c'était Gaston Lheureux qui a fait vraiment l'émission Vin et fromage. Puis je les regardais déguster. Puis je leur ai posé la question, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, c'est du jus. Puis là, mais c'est du jus alcoolisé, fermenté. Et puis, je l'ai expérimenté à 8 ans. J'ai bu du champagne pensant que c'était du 7-Up, puis j'ai détesté le buzz de l'alcool. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que le vin, c'était magique. Fallait en boire avec modération pour vrai, boire moins et mieux. Mais comment se fait-il qu'un jus de raisin fermenté sente le citron, le miel, la fleur, c'est magique? Ça n'a pas de date de péremption. Encore aujourd'hui, j'ai 41 ans et je suis vraiment émerveillée par le vin. Donc, je trouve que le vin, c'est vivant. Puis finalement, moi, je suis psychosociologue aujourd'hui, de formation. Le vin m'amène à l'humain et je trouve qu'il y a un parallèle incroyable entre les deux. Donc, voilà comment je suis tombée dans le vin. Et puis, c'est vraiment plus, quand j'ai eu l'âge légal, évidemment, de boire et de le servir, que ma carrière est partie en flèche. Je me suis amusée et je continue de beaucoup m'amuser. Justement, au niveau de votre formation, comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu que vous n'êtes pas tout de suite allé faire votre cours de sommellerie, mais là, vous dites que vous êtes comme orienté vers l'humain. Fait que c'est quoi un peu votre parcours, plus académique là-dedans? Mon parcours académique, je suis encore dedans. Je suis à faire un doctorat. Et le vin, plus tensé, moins tensé, mais pas mal dans n'importe quel sujet. Et j'ai fait vraiment mes études autodidactes, je dirais. J'ai fait mes preuves, je me suis disciplinée, j'ai lu. Et puis, ça se donnait pas un cours comme ça, il y a 20 ans, là. Tu sais, quand j'avais 18-20 ans, il y a 20 ans, un cours de sommellerie, c'était pas facile comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un diplôme professionnel de 8 mois qui prend avec 450 heures de pratique. Bon, mais chez moi, c'était très important de faire l'université. Mais je voulais pas faire de l'œnologie, la science du vin. Je voulais faire l'étude du vin qui est la sommellerie. Donc, mon parcours a été vraiment autodidacte. J'étais pas nommée sommelière quand j'étais au Toki. J'étais assistante sommelière et mixologue. Mais j'ai vraiment été sommelière chez Tatsuya, qui était 5e meilleur au monde à Sydney, pour un restaurant japonais qui, lui, reconnaissait mon talent naturel. Il a fait de moi sa sommelière. Ensuite, j'ai fait un tour du monde de 25 pays parce que je voulais faire mon MBA, ma maîtrise en affaires, mais ils m'ont dit de revenir dans 10 ans. Donc là, à 25 ans, tu te fais dire 10 ans pour l'expérience.
Et c'est long une décennie, là. Que j'avais 2 cartes dans mes mains que j'avais pas avant. J'avais mis des sous de côté pour étudier, puis j'avais du temps. Donc, j'ai décidé de partir. Ça a été la plus belle décision, hein. Faire ma propre école de la vie. Et au retour, tu vois, j'ai été acceptée aux États-Unis. Et là, ça a été... J'avais toujours pas mon diplôme de sommellerie. Mais pour avoir mon visa, ça me prenait mon diplôme. Ou au moins une lettre qui attestait que je faisais mon diplôme. Donc, je suis la seule étudiante qui n'a pas été en classe. J'étudiais à distance. Un étudiant me photocopiait vraiment, là, littéralement, les feuilles. Il m'émalait à tous les semaines pendant 8 mois. Il me connaissait pas, là. Tu sais, c'est vraiment qui t'entoure qui font de toi où tu es. Tu sais, on attire qui on est, mais sachez que la clé du succès, c'est de ne pas être seul et de s'entourer réellement des super personnes. Mieux que nous autres, tu sais. Fait que dans le fond, le cours, il se donne à Montréal, le cours de sommellerie, puis là, vous étiez aux États-Unis. Ouais, j'ai fait mon cours de mixologie à l'UTHQ. Le cours de sommellerie, je l'ai fait à l'école hôtelière de Laval, en différé. Donc, j'étais à Chicago. Je revenais en avion pour faire les examens avec les étudiants. Puis j'ai fait un extra travail de 100 heures. Donc, la clé, c'est de négocier, trouver ce que t'as. Tu sais, moi, j'étais la seule étudiante qui travaillait dans un très, très grand restaurant. Puis aujourd'hui, je redonne beaucoup pour l'école parce qu'ils ont cru en moi. Et après, j'ai fait mon université en communication psychosociologie. Parce que pour répondre aux besoins du client, il faut le comprendre. Donc, ça m'a permis de comprendre l'humain dans son univers social. C'est pas l'humain individuellement. Parce que quelqu'un peut te demander un gros rouge costaud, puis quand il prend une gorgée puis qu'il grimace, c'est parce qu'il veut un vin doux, mais il veut avoir l'air d'un gros tas musclé. Fait qu'il faut pas le faire paraître mal, puis il faut répondre à son besoin. Et ça m'a amené à 35 ans. Ça faisait 10 ans à faire mon MBA. Premier examen, j'ai eu 26% pour me rendre compte que je souffrais de dyscalculie sévère. Alors là, j'ai eu un prof spécialisé qui m'a aidé. Je me suis engagée 2 comptables pour ma compagnie. Enfin, j'ai compris que les chiffres, je les mélangeais. Puis j'ai passé avec mention. J'ai une double diplomation à Paris-Dauphine et l'ESG l'UQAM. Puis j'avais pas les meilleures notes, là. Mais j'ai pas lâché, j'ai persévéré. Fait que ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un parcours académique, c'est le vôtre. C'est pas celui des autres. C'est comme votre vie. Puis des fois, on n'est pas bon dans tout, mais il y a d'autres manières d'y parvenir, tu sais. Fait que je suis très fière de ça. C'est beau parce que c'est vraiment atypique. Oui, total. Vous n'avez pas fait le parcours classique, pas besoin d'études, on a juste reconnu votre motivation, puis votre envie, puis vous y êtes allé. C'est super courageux. Comment vous avez fait? Vous êtes venu dans un restaurant, puis vous avez dit, moi, c'est ça qui me passionne, puis c'est ça que je veux faire. J'ai pas de preuves académique, mais c'est ça qui m'anime, alors donnez-moi une chance. J'ai eu un super bagage. Puis aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences. Dans le fond, je fais juste partager l'éducation que j'ai reçue. J'ai eu la chance d'avoir un grand-papa puis un papa puis une maman extraordinaire à ce niveau-là, dans le cadre. Mes parents sont totalement atypiques. Mais totalement. Ils étaient pas ensemble, donc c'était un couple séparé, mais qui se supportait. C'est mon papa qui avait ma garde. Il était prof et entrepreneur. Et il donnait des ailes à ma mère. Ma mère qui était un bulldozer qui démolissait les murs. Il y a un mur, ben c'est fait pour casser. Il y a une forêt, ben défriche. Fait que quand j'ai cogné à la porte du resto, tout le monde m'a découragée. Je faisais mon cours de mixologie à l'ITHQ, à l'Institut d'hôtellerie du Québec. Puis là, j'étais contente, j'avais enfin au moins un diplôme là-dedans. Mais oubliez pas, j'étudiais depuis toute ma jeunesse le vin, là. De 14 à 18, je ne faisais que lire sur le vin. J'étais plongeuse à la main dans un buffet chinois. J'ai géré des cuisines sans savoir faire cuire un œuf. J'ai tout gardé mes sous. J'allais dans des grands restaurants. Puis j'étais fâchée, ils me donnaient pas accès au fromage. Ils me traitaient pas comme les autres parce que j'avais 15-16 ans. Mais moi, c'était mon trip, c'était ma passion. Fait que moi, pour répondre à la question, là, vous comprenez mieux mon environnement. J'ai eu mon diplôme, je suis toute motivée, je suis acceptée à l'université, j'ai 20 ans. Je veux aller au Toki, qui était le plus grand restaurant. Tout le monde m'a dissuadé. Ils m'ont dit, ben voyons donc, t'as même pas ton diplôme. Et mon père a pris le téléphone, puis il m'a dit ça. Il m'a dit, là, tu me déçois. Il dit, Jessica Arnois qui se laisse stopper par un nom. Il dit, tu te penses importante? Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tu penses-tu que les gens s'intéressent réellement à toi, puis qu'ils parlent de toi? Là, j'ai dit, ben ils parlent à moi, ils doivent parler de moi. Il dit pas du tout. Il dit, dans toute ton école là, de sommellerie, qui veut aller travailler au Toki? J'ai dit, ben tout le monde. Il dit, incluant ton prof, qui est allé travailler au Toki? J'ai dit, personne. Fait qu'il m'a dit, c'est ça.
fait souvent l'effet miroir. Les gens, là, ils s'en rendent pas compte, mais ils parlent d'eux-mêmes, leurs propres craintes, leurs propres limites. Il dit, vraiment, là, la vie est un jeu et c'est ton jeu et c'est ta vie, c'est la vie de personne d'autre. T'as rien à perdre que d'avancer. Il dit, dans la vie, c'est comme les serpents à échelle. Je vous le jure, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il dit, ce serait dupe de penser que tu vas juste monter puis tu vas juste avoir des oui. Tu vas descendre. Mais le fun, c'est comment tu vas remonter. Puis tu lâches jamais. Mais il dit, là, tu restes à la case départ. T'oses rien. C'est quoi le pire qui peut arriver? Un non? C'est vrai? Fait qu'il dit, let's go. Fait qu'en 30 minutes, je me suis habillée avec des petits pants trop serrés. Je suis allée. Et puis, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la vérité. J'ai été authentique. Puis, j'ai dit que je voulais Normand Laprise comme mentor puis que j'étais prête à tout pour apprendre. Et ils m'ont engagée sur le champ. C'est la plus belle leçon de vie que j'ai eue. Donc, oser. Puis, je dis toujours maintenant, tu sais, quand on dit sky is the limit, c'est absurde. Ça fait longtemps qu'on a dépassé le ciel. On s'en va, on est allé sur la Lune, on va aller sur Mars. Fait que la seule limite, c'est les vôtres. Voilà. Fait que oser, puis aussi de l'espace pour apprendre. On est dans une société de performance, puis on se fait pas dire souvent, tu sais, ils nous demandent de gérer du monde, de gérer des budgets. Qui vous a montré à vous gérer, puis à gérer votre temps si le temps, c'est de l'argent? Fait que commencez par être la meilleure version de vous-même. Donnez-vous pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome du perfectionnisme. C'est comme si tu veux parler toutes les langues sans prendre le temps d'apprendre. Tu sais, si vous y croyez, vous allez trouver votre place et donnez-vous le temps d'apprendre, mais entourez-vous des meilleurs. C'est ça, moi j'ai l'impression aussi que de nos jours, tu sais, on veut tellement être parfait dans tout que là, on se limite pour des applications ou tout parce qu'on se dit, ah ben là, toutes mes compétences sont pas exactement à point, mais c'est en allant dans le milieu de travail que tu vas apprendre, tu vas t'enrichir. Je vais t'en dire une autre. Puis ça, c'est ma mère qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, Jessica, c'est toujours ceux que j'ai façonnés à mon image, si tu veux, dans ma philosophie, qui ont été les plus fidèles et les meilleurs. Et dans mon équipe, que j'ai revendue, 20 au féminin, mais je fais toujours partie de l'équipe. C'est une agence d'artistes en sommellerie. Mes meilleures sommelières, ce n'étaient pas tous des sommelières. C'est les filles qui avaient toutes les valeurs que je possède. Les valeurs de communication, les valeurs de cœur, OK? Les valeurs d'être capable d'apprendre, les valeurs de fidélité, d'authenticité. Le vin, là, ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre ça. Il fallait qu'il y ait des compétences au niveau de la dégustation. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Fait que moi, je voyais leurs compétences pour en parler. Tu peux être la meilleure, la plus belle, mais si t'es plate, personne va t'écouter. Puis Einstein, il disait, si t'es pas capable de simplifier quelque chose, c'est que tu l'as mal compris, même si c'est complexe. Donc, pour moi, ça fait partie d'une de mes valeurs. Je veux que les gens se fassent comprendre, démocratiser le sujet. Moi, c'est le vin, puis la vie. Je trouve que ça va ensemble. Fait que voilà. Donc, que vous ayez l'expérience, on s'en balance. Faut avoir le courage, faut avoir l'ouverture de vouloir apprendre. C'est ça. C'est ça le plus important et la passion, évidemment. Mais des fois, c'est dur aussi d'arriver à mettre des limites quand ce qu'on fait, ça nous passionne tellement. J'imagine que vous devez bien comprendre ça avec votre passion du vin. Comme arriver à s'arrêter puis se dire oui, ce que je fais tous les jours, ça me passionne. C'est ça, c'est même plus une job, c'est une passion avant tout. Mais comme il faut que je m'écoute moi aussi. Je trouve que ça, c'est la chose la plus difficile. Ben, je peux répondre. Parce que quand je déguste, j'utilise les yeux, le nez, la bouche. OK? 3 étapes. Quand je travaille, j'utilise ma tête, mon rationnel, le muscle du cerveau, le cœur, mes valeurs, puis mon corps. OK? Le bien-être physique et psychique, pour moi, ça va ensemble. Il y a 2 sortes de docteurs, un docteur de corps, un docteur de tête. On n'est pas fou, là. Il faut vraiment aller voir les deux quand ça va pas bien. Le signal d'alarme, c'est votre anxiété. À un moment donné, là, OK? Quand le petit hamster, là, il vous parle, il faut l'écouter. Ça s'apprend à être en relation avec soi. C'est que vous dépassez vos limites. Donc, c'est faux de dire qu'on ne le sait pas quand on atteint nos limites. C'est mathématique. J'appelle ça des mathématiques d'humain. Quand tu dors plus la nuit, tu as atteint ta limite. Quand tu es brûlé, tu as atteint ta limite. Quand tu es cerné là, jusqu'à terre puis tu es noir en dessous des yeux, tu as vraiment dépassé ta limite. OK? Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de se voir aller. Puis là, de s'imager. Moi, je le regarde comme mon auto, puis je me dis, j'en prends-tu vraiment bien soin? Je veux-tu que ça dure court ou long? Si je veux être un bon leader et leader longtemps, je dois automatiquement réfléchir parce que là, c'est pas juste moi, c'est tout le monde qui sont dans mon bateau qui est important. Fait que prends soin de toi. Fait que moi, les limites sont basées par mes valeurs. Il y en a 4. C'est comme un carré. C'est ça mes limites. Authentique,
aimer ce que je fais puis me sentir aimé. Pas par tout le monde, là, mais par ceux qui m'entourent. Le respect. Si je me respecte pas, je fais 60 000 heures, là, ben tout le monde va me manquer de respect. Ça commence par soi-même. Puis, la confiance. Je dois absolument m'entourer de gens de confiance. Ça fait vraiment du ménage d'emblée. Je perds pas mon temps avec des gens qui sont pas de confiance. Ça, c'est mon carré. À vous de déterminer le vôtre. Puis pour la passion, c'est vrai que moi, c'est pas un travail. C'est clairement ma vie. Moi, les deux, c'est intimement ensemble et ça devrait, je pense, toujours être comme ça. Mais ma passion, c'est ma fille et c'est ma vie. Fait que quand t'as d'autres choses plus que toi-même, quand tu te reconnais, que tu arrêtes de faire ça pour faire plaisir à tes parents, ben, c'est pour moi la plus grande satisfaction. Et puis ma passion, puis mes projets, quand j'ai compris que c'était assez. Parce qu'au début, je le faisais, puis c'est comme être en réno. Puis là, tu pelles. Tu sais, les gens, je suis dans le jus. J'ai fait ça, moi. Je suis dans le jus. Mais à un moment donné, c'est anormal. Tu peux pelleter au début, puis c'est dur, mais il faut que les murs de ta maison montent. Il faut que tu décores. Faut que tu sais, il y en a, là, ils arrivent, sont épuisés, rendus au décor. Ils laissent les boîtes traîner. Faut que tu décores, puis il faut que tu relaxes dans ta maison. C'est ça ton bonbon. Tu sais, les gens, ils se sont valorisés, puis c'est pas parce qu'ils sont stupides, c'était l'éducation d'un pauvre, excusez-moi, là, mais c'est ça. Fallait travailler parce qu'on était en mode survie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut travailler, mais si le temps, c'est de l'argent, pour moi, la plus grande richesse, c'est d'avoir, oui, de l'argent. C'est important. Oui, mais surtout du temps. Moi, je voulais revenir un peu sur votre expérience là, dans les grands restaurants. On sait qu'il y a beaucoup de pression là-bas, c'est exigeant. Moi, je me demandais, est-ce que ça a comme un peu, ça vous a aidé à vos aptitudes comme entrepreneur, par rapport au stress, la gestion de la pression? C'est quoi les liens, les acquis que vous avez faits dans le milieu de C'est vraiment une bonne question. En fait, c'est l'armée. Même que c'est trop dur, là, je dirais. Il n'y a pas de trop dur, mais c'est très exigeant. On est dur sur notre corps. Je pouvais travailler des 16 heures en ligne. J'ai déjà même uriné, là. Tu sais, j'ai oublié d'aller à la toilette. Fait que j'étais trop concentrée, puis c'était tellement demandant, là. Tu sais, dans la tête, tu sais, quand tu as 21 services avec 20 sur des tables différentes, lève-toi de bonne heure, là. Faut que tu aies une acuité, puis pas de calepin, là, parce que c'était tout du par cœur. Donc, oui, ça m'a amené de la discipline. Ça m'a amené à me surpasser. Donc, j'ai le goût de dire que la différence, c'est que mon heure chez McDo ou dans un restaurant rapide versus une heure dans un grand restaurant, savez-vous combien d'argent je faisais, moi, quand j'étais jeune? Je faisais 1 000 $ clairs par semaine. J'avais pas place à l'erreur. Fallait que je gère mon stress, mais je savais que j'étais à ma place, mais j'avais la part du gain aussi. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font en sorte que je me suis dit, pour l'heure placée là, je fais du fois combien, là, fois 12 de plus. C'est ce que j'inculque à ma fille. J'ai dit toujours, tant qu'à te mettre 1 heure, mets-la où ça vaut le plus puis où tu es le plus épanoui. Ça, c'est important parce que si tu n'es pas épanoui dans un grand restaurant, mais que tu es mieux puis que tu as moins de stress, exemple chez McDo, mais ça a le plus de valeur aussi. Il faut faire attention. Donc, il faut être à sa place, pas à la place qu'on pense qu'il faut être. Ça, c'est important. Regarde les 20 buts. C'est le meilleur exemple. Tout le monde me disait, ben voyons donc, t'achètes des vins, tu sais, jusqu'à 15-20 000, t'es acheteur en chef, tu vas pas aller saloper ton nom, tu sais, en allant en épicerie. J'ai dit, mais vous comprenez pas. Si j'ai le talent d'acheter les plus grands vins au monde, humblement, là, je vais être capable, c'est ce que je déguste, parce que j'entends rien, je vois pas clair. Fait que mes pires défauts font en sorte que j'ai un bon palais puis un bon nez. Fait que j'ai dit, moi, c'est ce que je fais de bien. Mais le reste, je suis pourrie. Fait que j'étais allée chercher les meilleurs pour la commercialisation, le packaging, tout ça. Artera. Fait qu'eux font la bouteille, ils font le contenant. Moi, je fais le dedans. Le contenu avec une équipe. Je suis pas tout seul. Puis, je me suis dit, c'est des points de vente. Fait que si moi, ça répondait pas à mon besoin, puis je suis une sommelière, puis je me retrouve que j'achète de la bière en épicerie parce que, pour moi, les 800 points de vente SAQ et agence SAQ versus 12 à 18 000 points de vente. C'est mathématique. Fait que je me suis dit, je vais faire quelque chose de simple, le mieux que je peux, au meilleur prix, puis ça va répondre à un besoin. Et boum, on a plus que 10 millions de bouteilles vendues parce que c'est simple et c'est authentique.
Cette idée, vous l'avez eue quand? Est-ce que c'était comme quand vous étiez tanné un peu du monde de la restauration, vous trouvez que c'était trop? Ou comment ça s'est déclenché, l'idée des vins bu, justement? Tout est basé sur des valeurs. Réellement. Moi, j'ai été en restauration, j'ai tellement aimé ça. J'étais supposée d'être à 26 ans gérante du super gros restaurant à New York de Charlie Trotter. Moi, j'étais à Chicago, puis il allait ouvrir devant Central Park, puis écoute, c'était le deal d'une vie, là. Puis mon père est venu, puis il a eu un problème cardiaque. Donc, j'ai fait ni un ni deux. J'ai favorisé la famille, puis en revenant, mais je vous conte ça rapide, mais c'est pas mon père qui est mort finalement, c'est Chef Trotter qui a eu une crise de cœur lui-même. Le restaurant a pas vu le jour. Puis j'ai été repêchée à la SAQ comme acheteur en chef. Fait que la vie est une succession, la vie est magique. Tout le monde a des chances. Tout le monde a des portes qui s'ouvrent. Mais souvent, on les rate à cause de ci, à cause de l'autre, à cause des facteurs externes, parce qu'on prend pas le temps. On dit qu'on n'est pas narcissique, mais tout le monde l'est, là, à un certain degré, et égocentrique, mais on pense tout le temps aux autres pour plaire. Commencez, quand vous voyez une porte s'ouvrir, à penser à vous. Une opportunité ne repasse pas deux fois. Fait que moi, ma plus grande force, c'est de nommer ce que je veux, puis de voir quand la porte magique arrive. Des choses magiques, là, je vous le dis, là. Fait que quand ça l'ouvre, pouf, je prends le risque à ce moment-là. Et ça, c'est ce qui m'a amené vers mon succès. Donc, la question, c'était pas, j'étais pas tannée du tout de la restauration. C'est que, vu que mon père a été malade, j'ai eu l'opportunité de la SAQ. Après 4 ans, j'ai fait un bébé. Quand j'en voulais un deuxième, ils ont trouvé mes tumeurs sur le foie. Là, aujourd'hui, ça va bien. J'ai pas de cancer. Mais ça m'a fait tout qu'un wake-up call. Puis je ne peux pas avoir la famille que je veux. Mais c'est correct. On n'a pas tout dans la vie. Puis ça nous amène ailleurs. Ça l'a dilapidé ma famille. J'ai divorcé parce que je voyais plus le sens. Par contre, ça a créé ma compagnie. Puis j'ai juste simplement répondu à un besoin qui était mon besoin. Moi, je me retrouvais porte-parole pour la SAQ pour les pastilles de goût. Je faisais le Québec en entier, puis à chaque soir, je trouvais pas de SAQ ouverte. Fait que j'essayais des vins au dépanneur, puis en épicerie, parce que moi, j'arrivais des États-Unis, je connaissais pas ça, les vins cheap de dépanneur, là, qu'on dit. Pour moi, c'était juste un point de vente. Puis là, je me disais, voyons donc. Fait que j'achetais juste de la bière. Puis là, je me suis dit, là, qui me coupe les deux mains si ça arrive juste à moi, là, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je veux juste un bon vin, disponible partout, qui a pas de sucre dedans. Tu comprends? Fait que moi, je fais pas pousser les raisins. J'ai parti de la base. Quand j'étais acheteur, j'avais capoté sur un chardonnay des Pouilles. Puis c'est un petit viticulteur. Lui, sa job, c'est de faire des raisins. Depuis 5 générations. Fait que lui, il veut rien savoir du packaging, de faire du vin gagnant. Fait qu'on est parti de là. Puis le chardonnay, c'est le top 3 parce que c'est juste les meilleurs raisins qui soient. Point! La simplicité. Puis le premier vin, moi, j'avais dit, dans la tête des gens, ils se pensent quétaines quand ils boivent en épicerie parce qu'ils savent pas ce qu'ils boivent. Ils sont écœurés de se faire passer n'importe quoi. Fait que mon vin, un blanc, un rouge, a été le premier à rentrer et à la SAQ et en alimentation. Le Chardonnay Splendido puis mon Vivere Sangiovese. Mais ce n'est pas un vin d'épicerie. C'est un vin vendu à la SAQ et en alimentation, c'est des points de vente. Mais c'est de la négoce. Je négocie avec quelqu'un qui fait pousser des raisins. C'est ça la différence. C'est des vins en vrac. Mais il y a plein de vins en vrac à SAQ, là. Ça change rien. Fait que dans le fond, vous, c'est d'importer du vin puis de l'embouteiller ici. Bien oui. Puis après ça, c'est comme aussi un travail un peu de changer les mentalités, de dire c'est pas parce que tu vas à l'épicerie que tu veux... Exact, mais c'est normal. Puis ça, c'est ma job. Ça, c'est ma job de faire ça. Puis je suis super authentique là-dedans, mais tu sais, un point de vue d'expert, j'aime ça, moi, parce que le vin en vrac, là, t'as pas le poids de la bouteille, OK? Fait que t'as moins d'émissions à effet de serre. On crée des emplois ici au Québec, une fois parce qu'il faut les réembouteiller ici, mais c'est bien plus le fun. Puis, personnellement, d'un point de vue geek, là, nerd, moi, quand je déguste, même des vins très haut de gamme, je pouvais juste prendre 2 échantillons. On comprend que c'est des cuves séparées, là. C'est pas tout pareil, là. C'est comme une recette. Mais moi, quand j'ai le vin, on fait le vin, mais exemple à Bordeaux ou en Italie ou là au Canada. Fait que je le fais où j'achète les raisins. C'est 2 œnologues, ceux qui font le vin, qui le font, selon ma façon de voir les choses. Je déguste à toutes les cuves. Je sélectionne la cuve. Je suis pas sur place, là. Ils m'envoient des échantillons de cuves directement chez nous, à Shefford. Je choisis le lot. Et quand, exemple, si ça c'est une cuve, imaginez-vous une cuve avec un tuyau, OK? On remplit une grande poche sous vide, comme un gros vignier.
Et il y a 2500 caisses de 12 là-dedans. Fait que quand ça arrive au port et que j'y goûte, je suis convaincue que le 2500 caisses de 12, il goûte tout pareil. Versus juste 2 bouteilles, tu comprends? L'excellence, c'est dans les détails. Ça, c'est important. Même chose pour Bu. Je travaille avec mon père sur Bu. Et à tous les semaines, il va voir tout partout les magasins. Il regarde. Tu sais, c'est pas un hasard. Tu comprends? C'est même lui qui a trouvé le nom. Parce qu'on tombe souvent dans le piège du haut de gamme. Puis il voulait appeler ça Galleria. Tu sais, une grosse firme qui font ça. Mais ils connaissent pas le vin. Mon père boit pas. Il dit, Jess, garde ça simple. Bu par toi, puis eux autres, ils te boiront avec ou quand, tu sais, comment. J'ai tellement ri, j'ai dit, c'est ça. Arrête de chercher plus loin. Fait que dans tous les projets que vous faites, gardez ça simple. Parce que ça va être en masse compliqué. Mais c'est un beau parcours, je savais pas. Puis Ouais. c'est quoi pour vous travailler avec votre père? Je capote, j'aime vraiment ça. J'y parlais juste avant, là, il trippe, tu sais, c'est un prof. Puis je travaille avec ma mère aussi parce que ma mère, elle a tout le sens esthétique de mode. Puis c'est une méchante femme d'affaires, là, vraiment. Puis elle est dans le design maintenant, de déco, tu sais. Fait qu'elle amène tout l'aspect visuel, l'aspect, tu sais, elle m'aide beaucoup. La gang d'Artera, c'est les meilleurs. Je veux dire, moi, j'adore l'équipe avec qui je travaille. Puis mon père, c'est mon stratège. C'est mon conseiller. Il m'aime. Fait que quand t'as quelqu'un, tu sais, le Beyoncé, là, je me compare pas à Beyoncé, là, mais c'est son père, son gérant. Savez-vous pourquoi? Le mot, c'est la confiance. C'est que lui, il est pas là pour l'argent. De toute façon, il va me donner son... je pourrais mourir avant, là, tu sais, on sait plus, tu comprends? Son héritage, on est une équipe. C'est familial, c'est les mêmes valeurs. C'est tellement gratifiant de faire des choses ensemble. Il me demande pas de salaire. Il contribue à mon empire familial. C'est tellement beau. Donc, de travailler avec mon papa, c'est aussi de travailler avec mes grands-parents. J'ai eu 2 types de grands-parents. Les grands-parents classiques, pauvres, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui ont vraiment réussi. Puis des grands-parents pris dans une éducation qui fitait pas. Mon grand-père était gay, de l'autre côté. Puis ma grand-mère, c'était une femme forte. Tout était possible. Fait que moi, j'ai eu ces 2 modèles-là. Le modèle traditionnel d'amour. Mon grand-père tripait sur ma grand-mère. Puis à 80 coquins, il s'achetait des petits sous-vêtements, puis ils tripaient ensemble. Ça a été le seul amour de sa vie. Et de l'autre côté, mon grand-père a pu vivre finalement avec un homme en fin de vie. Tu sais, heureusement. Ma grand-mère, elle n'en voulait pas de chum, elle voulait vivre puis triper. Fait qu'elle dansait jusqu'à 90 ans. C'est même pas, peut-être 80. Mais c'est ça la beauté. Moi, j'ai eu les 2 modèles. Et la stabilité et l'excentricité. Et c'est ça un équilibre. Il faut jamais oublier d'où qu'on part, nos racines, et les garder et les entretenir, mais il faut garder une ouverture sur le monde. Et la vie, c'est jamais fini. En fait, en quelque sorte, Bu, c'est presque une entreprise familiale. Oui, en fait. C'est carrément ça. C'est que, en fait, c'est basé sur des valeurs profondes. Puis, oui, c'est du gros marketing, c'est des gros volumes, moi, je m'en fous complètement. Je fais pas une pièce la bouteille là-dedans, là. Tu sais, je suis payée, j'ai mon salaire, j'ai ma liberté. Pour moi, la liberté n'a pas de prix. Je défends corps et âme le produit. J'ai failli quitter à un moment donné parce qu'il y a eu un petit souci de qualité. Pour moi, la qualité est de mise. J'ai pas 2 chances. J'en ai rien qu'une. Puis, pour moi, c'est les gens. Fait que j'essaye pas de leur vendre un Pétrus ou faire semblant que c'est la bombe, là. Même pour moi, c'est de la bombe à petit prix. Puis, à l'aveugle, je trouve que c'est les top 20 dans leur catégorie. Je me fais des vins. C'est mon goût. Fait que si ça plaît pas à certains, il reste 12 500 autres sortes. Je peux pas plaire à tout le monde, tu sais. Je recherche de faire le mieux, le plus simplement possible, avec de l'authenticité. Moi, je voulais juste que tout le monde ait accès à un bon produit pour ne pas perdre l'éducation du vin qu'on avait cumulé depuis 25 ans. Imaginez-vous quelqu'un de néophyte qui connaît rien, rentrer dans un magasin que de vin. C'est comme un gars qui rentre dans un magasin de chaussures à talons hauts. Il capote, tu comprends? À moins qu'il aime ça d'emporter, puis il a bien le droit. Mais je veux dire, mettons, on rentre dans un magasin que de scotch ou de cigares. Hey, c'est intimidant, là. Fait qu'on peut-tu commencer par la base qui est d'avoir des accords mets vins sous un même toit, qui est à l'épicerie. Puis après ça, quand tu tripes, tu vas dans des cavistes, des experts en vin, qui est la SAQ, que j'adore, by the way. Tu sais, fait que pour moi, c'était juste logique. Moi, je veux juste avoir accès à des bons vins. Et à l'époque, on parle de quelques années, 2-3 ans, les raisins étaient même pas écrits sur l'étiquette. J'ai encore pas le droit d'écrire la région.
Moi, mon merlot, là, c'est un Bordeaux supérieur, là. C'est de la bombe, là. Le monde ne le savent pas, j'ai pas le droit d'écrire ça. Au moins, on s'est battu pour mettre les raisins. Hey, j'étais enragée, là. Que c'est une des règles pour être en dépanneur, de C'était pas ça? écrire le cépage? Oui, parce qu'à l'époque, la SAQ va célébrer ses 100 ans. Il faut toujours trouver le pourquoi du comment. Fait que moi, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, pourquoi qu'il y a eu un bi-réseau des dépanneurs? Je suis arrivée à ma propre conclusion. C'est Jessica Arnois qui dit ça. Mais je pense que dans le temps de la prohibition, v'là 100 ans, en 1921, pensez-y, là. Tu sais, que tu commences à réinsérer de l'alcool, tu vas avoir un contrôle. L'Abitibi puis la Gaspésie, là, ça se fait pas sur le fly. C'est long. À moins 40, c'est pire. Fait que de pouvoir desservir partout dans le Québec, je pense que la France rentre 4-5 fois dans le Québec. C'est huge, là. C'est énorme, le Québec. C'était chose impossible pour le contrôle. Donc, ils ont créé 2 réseaux pour pouvoir contrôler leurs magasins. Avec le temps, ça a eu un super succès. Puis, ils font tout le profit, là, que ce soit en épicerie ou pas, c'est une société d'État, là. Fait que, oubliez ça, là, c'est pas, il n'y a pas de guerre à ce niveau-là. C'est juste pour un contrôle des produits. Fait que, pourquoi ça l'a pu changer aujourd'hui? C'est juste, tu sais, de voir, comment je pourrais dire ça? Il y a des syndicats, il y a des jobs, il y a des façons de faire. Le changement, ça prend plus de temps. Fait que tout ça, c'est correct et c'est normal. Fait que les gens, ils veulent pas, ils sont réfractaires au changement. Mais moi, j'ai juste regardé une problématique. On veut des bons vins disponibles partout, sans changer la SAQ, sans changer rien. Le but est arrivé. J'ai eu le courage, j'ai cru en mon talent, je me suis entourée de bien meilleurs que moi. OK, je travaille pas tout seul, je travaille avec des super œnologues. On va chercher les tops pour les raisins. Non, ça coûte pas une fortune, c'est vrai, mais c'est pas vrai que ça coûte une pièce la bouteille puis qu'on s'en met 13 dans les poches, là. Tu sais, je veux dire, faut le faire venir, il y a le temps, le gaz, payer du monde, la bouteille, l'étiquetage, le marketing, tu sais. Puis les gens sont pas informés. Ils prennent des brides de ce qu'on leur dit, parce que c'est pas des cons. Ils lisent, mais les faits sont souvent erronés. Fait que tu sais plus où te positionner en tant que consommateur et tu veux pas te faire avoir. C'est normal. Fait que, tu sais, si t'arrives avec un vin, exemple de dépanneur, tu veux pas avoir l'air stupide. Fait que moi, ma job, c'est de rendre les gens en confiance. C'est ça mon travail, moi. Puis de le rendre accessible pour que vous tripez tellement que peut-être qu'un jour, vous allez avoir une cave à vin, puis tu comprends? Moi, ma job est faite. C'est ça, un peu comme rendre cet univers-là plus accessible au commun des mortels, puis pas rendre ça trop complexe. Exactement. En plus, la différence, je trouve que des fois, c'est dommage parce qu'on imagine que parce que le produit est plus cher, alors qu'au final, on paye pour avoir de la qualité, puis tant mieux si justement on a des bouteilles de qualité qui sont accessibles aussi dans les dépanneurs. Le nombre de fois justement où le soir on a envie de boire quelque chose, puis comme tout est fermé, puis on se dit bah c'est pas grave, moi je préfère payer plus cher puis être sûr que ma qualité est là, puis que c'est certifié, plutôt que d'acheter la bouteille à 5 pièces à côté qu'on sait pas d'où elle vient puis qui goûte bizarre. Je pense que aussi on a tendance à sous-évaluer la valeur des choses, puis on a comme oublié ce que ça vaut vraiment de mettre comme un nom, puis genre un label un peu de qualité sur nos produits. Tout à fait, puis on parle de prix. Ce qui est intéressant quand tu as de la compétition, puis que tu as, exemple, je vais prendre le plus petit chiffre de entre 12 à 18 000 là, de points de vente. Mettons qu'on a 12 000 points de vente. La beauté, c'est que tu n'as pas un prix fixe. C'est qu'à un moment donné, Métro est à rabais, il est à 12 et quelques. Après ça, c'est IGA. Après ça, fait que ça donne la latitude au client. Un bon consommateur sait magasiner les prix. Puis, ils calculent les taxes. À la SAQ, les taxes sont incluses, mais c'est pas un saut de qualité. La SAQ, il faut que tu sois un bon consommateur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu magasines. Je voulais peut-être juste un peu conclure sur la place des femmes dans la sommellerie. Dans l'imaginaire collectif, on voit que c'est plus des hommes qui étaient là, puis vous aussi, vous avez été une des premières femmes à être à la tête de l'Association nationale de sommellerie. Fait que, est-ce que ça a été difficile pour vous faire votre place là-dedans, ou est-ce que vous avez pas trop vécu de problèmes à ce niveau-là? C'est encore une question d'éducation. J'ai eu la chance d'avoir la même éducation qu'un homme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que je suis une femme que je suis moins bonne qu'un homme. J'ai jamais abordé ça comme ça. Je mets ça encore plus simple. On est des humains. C'est vrai que la place de la femme, faut la faire. C'est pas juste depuis, on va dire 2000 ans, mais bien avant ça. Complètement inégal et irréfléchi. Et ça, c'est en train de reprendre sa place. Par contre, faut pas tomber dans l'autre côté de l'inégalité. Fait que si
on en prend conscience, si on trouve notre propre place et si on se traite en humain, OK? Puis un humain, il peut peut-être être handicapé, il peut peut-être... Tu sais, ce que je veux dire, c'est d'être fonctionnel dans le rôle que tu as. Si tu es à la bonne place, tu veux, tu peux, puis tu t'entoures des meilleurs, il n'y a plus ça. Si il me manquait des affaires, j'allais le chercher, j'étudiais, je m'entourais. Donc, est-ce que ça a été dur? C'est archi dur, complètement. J'ai un bon avocat, j'ai 2 bons comptables, j'ai ma famille, des gens de confiance, puis 2 mots. Faut que tout ce que vous faites fasse du sens et que ce soit sain. Sain, là, quand vous vous sentez bien, c'est sain. Quand le cœur vous débat, là, puis que vous le filez pas, c'est malsain. Faut savoir se protéger et protéger les autres parce que nous-mêmes, parfois, tout le monde a tendance à être bon, mais mauvais aussi. Donc, c'est très important de nous voir comme de la température. Quand on est en orage, allez donc protéger les autres. Puis quand les autres sont en orage, allez donc vous protéger. Ça veut pas dire d'abandonner un projet. Fait que ça, c'est le truc que j'ai le goût de donner aux femmes. Puis le manque de confiance vient d'une éducation. Donc, ça part de l'éducation. J'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que je prends toujours de mon temps pour donner le maximum d'éducation que j'ai reçue. Parce que c'est le plus beau des cadeaux, je pense, tu sais. Fait que voilà. Est-ce que ça a été dur? Oui. Est-ce que les femmes peuvent avoir leur place complètement? Voyez-vous comme un humain, pas juste comme une femme. Ça l'aide beaucoup à replacer les choses. Puis à partir de là, donnez-vous de l'espace. La perfection n'existe pas. Ça fait donc du bien de ne pas être parfait. Mais on est parfait, imparfait, puis on a tous des skills, des qualités sur quoi il faut miser. Commencez donc à miser sur ce que vous êtes bon. Le reste, là, il y en a d'autres qui sont bons où vous êtes pourris. Genre, je connais quelque chose. Fait que voilà. Mais tu sais, l'éducation puis l'apprentissage, c'est perpétuel. Mais d'avoir la passion, le feu, le goût, la discipline, ça vous appartient. Fait que la première étape, c'est votre étape. Il n'y en a pas d'étape, à part avoir le goût. Puis le reste, montez comme pour une échelle. T'sais? Puis vous allez dropper d'un fois, c'est plus mouillé d'autres fois. Remontez. Quand vous êtes à la bonne place, montez. Puis à un moment donné, arrêtez donc de monter puis chiller. Profitez-en. Merci beaucoup pour votre temps. Vous avez donné plein de bons conseils tout au long de l'entrevue. Fait que je suis sûre que ça a été super utile pour tout le monde. Merci à vous, puis vous êtes vraiment inspirante. Bon succès. Merci. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés, puis on espère que vous avez aimé notre épisode. Si vous voulez nous encourager, on vous recommande de nous laisser 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Sinon, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. On poste beaucoup de contenu informatif pour essayer d'approfondir les discussions qu'on a dans le podcast. Merci!